Mai 68, Ouais. Salomé, c'est loin pour toi cet événement. Et maintenant que tu es jeune avocate et au SAF, quelle est pour toi l'image que tu peux avoir de 68? Et en même temps, est-ce que ça t'a apporté ou pas quelque chose dans ta façon d'exister, et même en tant que maintenant avocate au SAF? Mai 68, pour moi, c'est briser des carcans, c'est une mobilisation nationale, je crois que c'est ça le plus important. C'est tous les secteurs qui se sont alliés pour refuser un état de fait, refuser le fonctionnement de la société sur tout un tas de pans tel qu'il était, et remettre en question, réfléchir à d'autres possibles. Et du coup, voilà, le refus à un instant T du fonctionnement de la société dans son ensemble et une réflexion à d'autres possibles, avec un résultat plus ou moins coloré. Et après, là-dessus, sur le résultat, l'après mai 68, on entend tellement de choses que là-dessus, j'ai des doutes sur son héritage. Après, est-ce que ça m'a nourri dans mon envie d'être avocate? Probablement de façon indirecte. Parce que je me suis politisée dans une manifestation D'accord. contre la loi Fillon Ah, en d'accord. 2006, Mhm. le projet Égalité des chances, qui pour moi était justement aller contre l'égalité, l'équité des Ouais. chances dans l'enseignement, dans l'accès aux études et a fortiori dans le reste de la vie. Et comme je ne voulais pas manifester bêtement, je me suis plongée dans les textes de loi, et ça a confirmé ce que je pensais depuis longtemps, que le droit c'était vraiment ce qui me plaisait. Et après, la lutte c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et je pense que avocat c'est le meilleur moyen à l'heure actuelle d'avoir un métier qui permet de militer, de lutter de façon efficace dans la société. Donc de manière très diffuse, je pense que mai 68 a un petit peu nourri ma vocation. En tout cas, mon adhésion au SAF, oui, je pense. D'accord. Là, parce que justement, il y a une vision qui a beaucoup changé sur mai 68. À mon avis, en parlant justement d'abord d'une globalité et de l'espace des possibles, si bien tel que moi je l'ai vécu à l'époque, puisque bon, j'avais 20 ans en mai 68, j'étais à l'époque en première année à la faculté de droit de Nice, qui était une faculté plutôt à droite, voire même plus. Et donc, mai 68 était aussi un peu un révélateur, même si j'étais politisé déjà depuis à peu près un an. Et en même temps, justement, cette dimension à la fois de changement personnel est important, mais pour moi, mai 68 reste d'abord un événement social. Hein, parce qu'effectivement, on a tendance à mettre en avant la révolte étudiante, et puis de dire après que beaucoup d'étudiants, effectivement, euh, ont viré leur cutie, ou après ont été réintégrés, ce qui est le cas pour certains, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'en mai 68, il y a eu quand même une grève générale qui a duré 3 semaines, et pour moi, c'est ça l'événement à la fois fondateur, et qui fait que, même si à l'époque, je ne me destinais pas du tout à être avocat, après un certain cheminement personnel, eh bien, j'ai pensé qu'effectivement, il fallait pouvoir continuer cette lutte de façon un peu différente. Et le métier d'avocat, j'ai pensé qu'il y avait des opportunités à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'en 1976, donc ouais, j'ai eu un certain cheminement, j'ai devenu avocat. Et au même moment, donc 2 ans après d'ailleurs, euh, avec d'autres jeunes avocats et avocates de Montpellier, plus un ancien Jean Meloux, nous avons créé la section locale du syndicat des avocats de France. D'accord. Et du coup, quand tu étais étudiant à la fac, mai 68, les événements de mai 68, tous les groupes de réflexion, c'est quelque chose même en province, à Nice, il y avait cette réflexion sur la société de demain, et en fac de droit, est-ce qu'il y avait une réflexion sur certains contentieux, sur une approche du droit Oui, alors justement, d'abord l'intérêt, ça a été le mélange. C'est-à-dire qu'on est, chacun est sorti de son cocon, de sa coquille, hein, a pris la parole. A pris la parole et surtout a écouté l'autre également. On a découvert qu'on vivait ensemble et donc sortir de, disons, de son individualisme, et notamment à la faculté de droit où en plus on apprenait le droit comme si le droit était un présupposé, c'était en soi, il y a le droit. Et non, on s'est rendu compte que le droit est une notion quand même plutôt plastique, et que selon comment on met des choses derrière, ça peut évoluer. Et donc il y a une réflexion sur comment fonctionne le droit, à quoi il sert,
Et est-ce qu'il y a effectivement une neutralité du droit, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, le droit va plus dans tel ou tel sens? Et c'est pour ça qu'on aime bien faire des réflexions sur la façon dont la justice fonctionne. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que, en étudiant notamment, tout en étant jeune étudiant en droit, même à l'époque je faisais surtout de droit public, mais quand il y a eu les premiers procès en 68, très forts évidemment, on s'est rendu compte de la façon dont la justice réagissait, et la notion de justice de classe nous est venue assez vite. Et c'est pour ça que même si moi à l'époque, j'étais loin quand j'y ai devenir avocat, mais j'ai appris l'existence, donc au sein des avocats, d'une réflexion plus forte, et donc de la création du mouvement d'action judiciaire, qui au départ s'appelait le GAGE, le groupe Action Judiciaire, puis le MAGE, et avec parmi ses fondateurs, si on parle du SAF, donc Henri Leclerc, mais également Jean-Jacques de Félis, qui étaient des avocats parisiens essentiellement au départ, mais qui ont créé une revue, enfin, plutôt qui ont prolongé une revue déjà existante, mais ils ont donné une certaine assise, qui est la revue Actes, qui est une revue de réflexion et de propositions très importantes, et qui m'a beaucoup structuré personnellement pour la suite. Et c'est comme ça que, en devenant jeune avocat, j'étais encore au MAGE en 1975 lorsque j'ai passé le CAPA. Puis le MAGE, à ce moment-là, a eu des problèmes internes, et un certain nombre de personnes ont arrêté complètement, et d'autres ont, comme moi, rejoint le SAF. Et le SAF, qui était au départ un syndicat d'avocats qui a été créé en 1972, qui était plutôt un syndicat de gauche traditionnel, Parti communiste, Parti socialiste essentiellement, alors que le MAGE était, pour simplifier, extrême gauche au sens large du terme, eh bien, se sont rapprochés et finalement se sont unis plutôt que de s'affronter, même s'il y a eu un affrontement de personnes à l'intérieur du SAF, bien évidemment, mais le SAF a réussi un certain amalgame, ce qui fait qu'ensuite, eh bien, au niveau des prises de responsabilité et des actions, eh bien, il y a eu effectivement un mélange qui s'est produit, et même s'il y a eu effectivement des frottements, etc., on a pu tous s'y retrouver et faire ce que le SAF maintenant, j'espère, est devenu. Et c'est pour ça que c'était important, à mon sens, de rappeler quand même que mai 68, ce n'est pas uniquement, effectivement, un événement parisien, et deux, un événement culturel, que le social est très important, le changement des mentalités, et que par conséquent, maintenant que ça fait 50 ans, eh bien, je pense que les jeunes avocats et les jeunes avocates devraient aussi s'inspirer de ce qui est né, non pas de mai 68 à ce moment-là, mais d'après mai 68. Et tu me parlais tout à l'heure en discutant effectivement du livre d'Henri Leclerc, La parole et l'action. Et bien lorsqu'il a créé donc effectivement l'hôtel Ornano, hein, donc ce groupement d'avocats, d'une dizaine d'avocats qui ont travaillé ensemble, qui a duré pendant plus d'une vingtaine d'années, et chacun avec sa spécialité, mais travaillant ensemble avec des rapports relativement égalitaires, je crois que les jeunes avocats et jeunes avocates d'aujourd'hui devraient un peu s'en inspirer, étant donné que j'ai fait exprès de dire jeunes avocats et jeunes avocates, puisque maintenant, et je crois que c'est important aussi peut-être que tu interviennes là-dessus, de plus en plus d'avocats, en fait, sont avocates. Et donc, disons, à la fois l'élément féminin, mais en même temps, le féminisme a apporté beaucoup, parce qu'en même temps, il faut reconnaître que même en 68, si après ça a beaucoup changé, mais il y avait quand même un côté à l'époque relativement, un peu macho, et donc il y a eu une prise de conscience aussi importante à ce niveau-là, et je crois que les valeurs du SAF actuellement, quand même, c'est important de le rappeler. Oui, à l'heure actuelle avec une présidente au SAF, mais d'abord sur justement tous ces groupements de réflexion et le MAGE, ce genre de choses, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on est avocat, pour penser son rôle dans la société, c'est vraiment une démarche personnelle, c'est une démarche un peu individualiste, même si c'est contradictoire. Et moi, c'est grâce au SAF, finalement, que j'ai trouvé une façon de donner du sens à ma profession, même si j'ai rejoint le SAF en même temps que je me suis inscrite au concours, donc j'étais même pas encore élève avocate quand j'ai rejoint le SAF. Mais c'est grâce au SAF que j'arrive à voir quelle est la place de l'avocat dans la société, ou en tout cas à lui donner du sens. Et est-ce qu'à l'époque, alors du coup tu commençais la fac quand mai 68 est arrivé, mais ma question c'était ça, c'est ton rôle en tant qu'individu dans le grand tout qu'est la société, et ton rôle plus tard en tant qu'avocat dans cette société et comme outil politique aussi. Est-ce que tu penses que sans mai 68 ça aurait été possible, ça aurait été différent? C'est très important parce qu'à l'époque, les avocats étaient un milieu quand même assez clos. Ouais.
Hein, et donc, l'avocat n'était pas vraiment... Enfin, il était dans la société comme toute profession, mais il n'était pas au cœur de la société pour tenter de la changer. Il prenait la société telle qu'elle existait, le droit tel qu'il existait, l'appareil judiciaire était là, mais sans remise en cause, disons, de l'idée même de justice et de droit. Et notamment, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans les rapports de droit, c'est comment se servir du droit pour changer les choses. Ce qu'on appelle, ce que Liora Israël avait, quand on avait fait venir au SAF il y a quelques années, l'arme du droit. Hein. Et c'est pour ça que moi, au début, je m'étais spécialisé un petit peu, à différence, disons, des grands classiques du SAF, c'est-à-dire, bien sûr, le droit pénal, le droit des étrangers et le droit du travail, que j'ai pratiqué également. Mais moi, je me suis inscrit très vite dans le droit de la consommation et le droit du logement pour justement changer les rapports de la justice au quotidien, notamment lutter contre les clauses abusives dans les contrats pour les consommateurs ou dénoncer la spéculation en matière de logement et expliquer pourquoi le squat pouvait comment dirais-je, exister sur la base de l'état de nécessité, de trouver des arguments juridiques pour justifier ce qui apparemment pouvait apparaître illégal, mais qui, dans un contexte où il y avait énormément de gens qui n'avaient pas à se loger, alors qu'il y a beaucoup de logements vacants, donc essayer de se servir de l'arme du droit pour changer les choses. Et ça, je crois que ça c'est un apport très important de 68 et de l'après 68, parce qu'à l'époque, c'était pas, les avocats vivaient plus ou moins, sauf quelques exceptions bien sûr, étant mieux, mais un peu en vase clos, une espèce de forteresse. David Henry l'explique bien lorsqu'il parle du palais de justice et où chacun se retrouvait à l'intérieur, c'était vraiment le cocon. Hein. Les avocats n'imaginaient pas aller en dehors de leur cabinet. Oui. Hein. Faire des consultations à l'extérieur, ça paraissait incroyable. Et lorsqu'on a été, pas que nous, mais l'enseignement, aller à l'extérieur, aller donc, ce qui a été fait, ce qui se pratiquait déjà un petit peu avant, notamment au niveau des comités d'entreprise, ou aller faire des permanences dans des associations et même faire des boutiques de droit, etc., ça a été au début très très mal vu, même si après ça a été reconnu et même parfois un peu récupéré, mais au départ, on a vraiment donné un peu un coup de pied dans la fourmilière. Oui, mais c'est intéressant, parce que justement, à l'heure actuelle, le dérivé de ces boutiques du droit, et notamment celle de l'hôtel Ornano, c'est les maisons d'accès au droit et à la justice, les CDAD. Moi, c'est quelque chose auquel je prête énormément d'attention et j'apprécie énormément ces moments-là, parce qu'on est directement en lien avec les problèmes quotidiens des personnes. Parfois, on est dans du parajuridique, et comme tu le disais tout à l'heure, on démystifie le droit et on donne accès finalement au justiciable, on le rend acteur de son problème juridique qui va pas forcément donner lieu à un procès. Et ça, je trouve ça très important, mais aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui est assez mal vu, qui est très marginal, alors que c'est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que les projets de réforme qui partent sur la dématérialisation, les legal tech, toutes ces choses-là veulent uniformiser les litiges, les conflits, comme si on pouvait uniformiser des relations humaines. Et du coup, tu montres bien que finalement, la place de l'avocat, c'est aussi d'expliquer le droit et d'avoir affaire avec l'humain, en fait. Le matériau premier de l'avocat, c'est l'humain, plus que le texte de droit et la loi elle-même. Et c'est surtout ça, c'est le rapport à l'autre, et en même temps, le client, on est là pour l'accompagner. On n'est pas là pour être à sa place. On va pas faire le procès à sa place, ou même lui expliquer. On essaye de faire comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important, quand quelqu'un vient vous voir, de comprendre son environnement et de replacer le problème dont il parle de façon plus générale, pas se prendre le problème en tant que tel, comme ça, brut, non, toujours le replacer dans un contexte. Et à partir de là, c'est de faire en sorte que la personne, comme tu dis d'ailleurs, ça ne débouche pas automatiquement sur un procès. D'ailleurs, c'est l'avantage quand j'ai fait le droit de la consommation. Le droit de la consommation, parfois, si le consommateur vient vous voir assez rapidement, mais parfois, on peut éviter le procès. On peut trouver l'argument qui permettra justement quand même de faire comprendre aux professionnels qu'il y a des arguments aussi à faire valoir et empêcher le procès. Donc parfois, une bonne consultation est bien préférable à un procès, mais surtout en discutant avec la personne pour qu'elle-même s'empare elle-même de son affaire, pas qu'on le traite à sa place, et que quand elle part, elle ait compris quelque chose. Elle ait compris et qu'elle-même soit mieux armée pour justement ne pas recommencer. Et que par conséquent, le but de la manœuvre, c'est celui-là. Hein, c'est que la personne, quand elle vient vous voir, eh bien, elle a un problème, on lui explique, mais il faut quand elle sorte,
elle l'ait comprise. Pourquoi, Et elle sait pourquoi, et qu'elle-même ne réitérera pas éventuellement la même chose, alors que beaucoup de confrères, même parfois certains de bonne foi, ça s'en rendent compte en disant mais je m'occupe de tout, etc. Sous-entendu, j'irai plus vite, etc. J'ai la compétence. J'ai la compétence, et sous-entendu, vous y comprenez rien. Alors qu'en fait, le droit, eh bien, d'ailleurs je dis justement, ce qui serait important aussi à mon sens, c'est que le droit soit vraiment mis à la portée de tous, et c'est absolument anormal qu'actuellement le droit ne soit enseigné qu'à l'université. Il devrait être enseigné dès le collège, pour que les gens connaissent le droit, connaissent également, disons, une véritable instruction civique, et pour avoir une place dans la société, pour mieux se situer. Et en même temps, comprendre les différences avec les autres, en même temps qu'on vit tous ensemble. Et donc je crois que cette dimension-là, c'est aussi un des acquis de 68, de pouvoir essayer d'expliquer qu'on est tous différents, en même temps on doit travailler tous ensemble, et que chacun a à apporter et à apprendre de l'autre. Et donc je crois que l'avocat de 2018, ce côté-là, eh bien, doit quand même avoir conscience que cet héritage peut lui aider. Ce n'est pas simplement, comment dirais-je, automatique, et ce n'est pas linéaire, mais je crois quand même que maintenant ça fait 50 ans, donc 50 ans c'est l'histoire, mais en même temps, bien se rappeler que ce n'est pas un événement qui est sorti comme ça de sa boîte et mettre en avant uniquement les quelques ténors de l'époque parisiens et mettre en avant le fait qu'ils auraient entre guillemets mal tourné par rapport à leurs idées de l'époque pour essayer, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Les 68 ans, je veux dire, de base, comme j'étais moi-même à l'époque, les jeunes de l'époque étaient peut-être anonymes, mais qui ont vraiment voulu changer les choses, mais ça nous a aidé justement au contraire à nous structurer. Et si je suis devenu ce que je suis devenu, à la fois personnellement et professionnellement, je dois en grande partie à cet héritage. 68 à cet héritage. Alors après, tu parles de l'enseignement du droit et justement, tu parlais de justice de classe, le fait que tu t'es rendu compte qu'il y avait une certaine justice de classe un peu grâce à ces événements de 68. L'enseignement du droit aussi, c'est quand même particulier. Tu disais que ta fac était quand même très à droite. Maintenant, alors avec les récents événements à la faculté de Montpellier, avec les blocus dans les universités parisiennes en ce moment, on en discute beaucoup. À part à Paris, c'est rarement très clivé, les étiquettes politiques sont beaucoup plus ténues, beaucoup plus diffuses, mais peut-être qu'il y a aussi plus d'individualisme et finalement, il y a aussi malgré tout quelque chose de la reproduction des élites dans la population des facultés et à terme peut-être dans la population de notre profession malgré tout. Oui, ça reprend, et ça je crois que c'est important. C'est pour ça que la façon dont est enseigné le droit et les répercussions, et c'est vrai qu'actuellement il y a un retour vers certains conservatismes, et notamment dans l'Institut d'études judiciaires, c'est assez clair. C'est pour ça que moi j'insiste justement au contraire les jeunes avocats et jeunes avocates qui sont compétents dans cette matière à investir, si possible, l'université, à investir ses IEJ et autres pour faire passer autre chose. Moi à l'époque, tout en ayant la pratique, je n'avais pas la compétence universitaire. Je me suis réinscrit moi-même au début des années 80 en DESS, la provinciale DESS, le droit de la consommation. À Montpellier, il se trouve que Montpellier était en pointe à ce niveau-là, puisque j'avais comme professeur Calais-Aulois, qui est à l'origine du premier code de la consommation. Mais justement, j'ai travaillé ensuite pendant plusieurs années, où j'animais pendant plusieurs années un séminaire sur le droit de la consommation, où je prenais bien sûr le parti du consommateur, parce que même dans mon séminaire, dans mes études de droit à la consommation, beaucoup d'étudiants étaient là simplement pour voir le point de vue, pour défendre la consommation, mais du point de vue des producteurs, c'est-à-dire acquérir certaines compétences, et pour s'en servir après de l'autre côté, du monde de la grande distribution. Et quand même, je pense que malgré tout, le fait que pendant plusieurs années, j'ai animé un séminaire de droit de la consommation, eh bien, ça a peut-être quand même laissé des traces. Mais ouais, je vois tout à fait. Après, effectivement, tu parles des IEJ. Dans les écoles d'avocats, c'est intéressant de voir la façon dont les choses sont enseignées, qui sont assez cadrées. J'avais même parlé de carcan. Et notamment, moi, c'est pour moi l'une des importances du SAF, et je l'avais dit au Congrès de Paris d'ailleurs, le SAF donne une autre vision que celle qui est dans les écoles d'avocats,
a fortiori dans les IEJ, mais y compris dans les écoles d'avocats, et où on a une vision très consumériste du droit, où on nous encourage, sous prétexte de nous faire survivre, parce que la profession lutte contre une concurrence de tous bords, hein, et c'est vrai, mais on nous encourage à être de plus en plus dans la production de services, à se vendre comme ça, quitte à dénaturer un petit peu ce qui fait notre force, et on parlait de cette pédagogie, de cet aspect humain, et on parlait d'Ornano tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup cette vision qui était celle de l'hôtel Ornano, où chaque avocat se spécialisait, ou en tout cas approfondissait sa matière, et faisait des renvois d'ascenseur, renvoyer le client vers son confrère pour les autres aspects du litige, du conflit ou d'autres problèmes. Et aujourd'hui encore, dans les écoles d'avocats, et le CAPA, les épreuves du CAPA nous demandent d'être généralistes tout en étant ultra compétents. Et moi, ce qui m'inquiète quelque part, c'est qu'on crée un manque de confiance en soi chez les avocats avant même qu'ils commencent la profession, et une incompétence, parce que moi, j'ai jamais eu autant l'impression de régresser que pendant les 18 mois de formation et le début de ma collaboration dans un gros cabinet généraliste. Parce que en essayant d'aller partout, de tout connaître, on papillonne, on se disperse et on perd énormément. Et j'ai passé des années à approfondir, à creuser surtout la matière pénale, parce que c'est ce qui m'attire, mais aussi la responsabilité hospitalière. Malgré tout, j'avais un panel qui me paraissait déjà assez complet. Et finalement, en essayant de faire de tout, on fait un petit peu de tout mal. Et je m'étonne un petit peu du fait que 50 ans après 68, et le MAGE qui faisait des contre-cours pour justement lutter contre ces carcans d'enseignement, aujourd'hui on est toujours dans des carcans et de manière très très individualiste, alors même que tout le monde le déplore dans notre profession. C'est l'individualisme qui nous tue. Avocat, plus on reste seul, plus on s'expose à des erreurs, à des remises en cause de notre responsabilité, ou à des dépressions et tout ce qui va avec, les burn-out et autres. Ça, je pense que c'est fondamental. Il faut vraiment essayer de se regrouper, pour en même temps garder une certaine spécialité, mais pour l'exercer et pour en vivre, il faut se regrouper, parce que seul, surtout en province, on a beau être spécialiste d'eux, encore faut-il avoir une clientèle qui aille avec. Dès qu'en se regroupant et en travaillant ensemble, on peut avoir plus la possibilité de le faire. Notamment, je dis, aller aussi travailler de plus en plus avec les associations. Il faut aller vers le monde associatif qui est très preneur par rapport à ça, et en même temps qui, lui, par ses adhérents, les gens qui viennent, peuvent nous donner justement une clientèle qui nous permettra de mieux vivre, mais tout en pouvant conserver une certaine spécialité, et en même temps essayer de faire avancer les choses, parce que c'est de la convergence entre les avocats et les associations que les choses peuvent évoluer. Oui, et puis justement, j'en profite pour rebondir sur un sujet que j'ai un peu écarté tout à l'heure. On a depuis 1 an à peu près un renouveau d'un certain mouvement féministe, notamment et surtout à cause d'événements de mise en cause dans le milieu du cinéma, et puis finalement un peu partout, d'agressions sexuelles. Et à travers ces agressions sexuelles, la mise en lumière du machisme prenant dans toute la société. À l'heure actuelle, il y a des études qui sont faites qui démontrent une difficulté de déposer plainte et ensuite de voir la plainte aboutir, ne serait-ce qu'à une enquête et à des poursuites. Et du coup, il y a énormément d'associations. Bon, depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'associations de victimes sur des points spécifiques, etc. Mais effectivement, tout ça, c'est aussi une richesse pour les avocats. C'est des lieux à investir, des moyens de se faire connaître, de se spécialiser, etc. Et je pense que l'avenir de l'avocat, effectivement, passe forcément par se vivre ensemble, participer à la société, avec les associations. Pour les étrangers, il y a le GISTI, il y a la CIMAD, il y a tout ça. Pour le droit de la consommation, il fait que choisir, consommateur. Voilà, il y a une infinité d'associations. Et effectivement, c'est indispensable que l'avocat sorte de son cabinet. Mais pour ça nécessite qu'il ait le temps matériel et les moyens. Alors après, ça c'est aussi quelque chose, moi, de ma jeune expérience qui m'inquiète un petit peu. On est passé d'un informatique qui est censé nous aider à un informatique qui finalement devient de plus en plus une entrave. Voilà.
Et on est bloqué de plus en plus. On disait tout à l'heure les charges fixes, effectivement. Maintenant, un avocat, il a toujours l'obligation d'avoir un local, un cabinet. Après, il a son ordinateur, son téléphone portable, une imprimante. Il peut à peu près s'en sortir comme ça. Mais le gain de temps qu'il a à faire à peu près son secrétariat tout seul, il le perd à passer des heures sur le RPVA qui ne fonctionne pas, sur des démarches avec les juridictions qui sont de plus en plus fermées, de plus en plus difficiles. Et ça, moi, c'est ce qui m'inquiète sur l'avenir de la profession. Après, tu parlais de la féminisation de la profession. C'est effectivement quelque chose qui est intéressant et intriguant, puisqu'il y a entre toi et moi une génération, malgré tout. Et c'est souvent une génération d'associés, où il y a heureusement bon nombre de femmes, mais on a encore beaucoup le cabinet type, avec les associés sont des hommes, les collaboratrices sont des femmes, y compris après des années de collaboration. À Montpellier, c'est assez flagrant. Ouais. Et ça, c'est assez surprenant. Et le machisme qui parfois est bienveillant dans cette condescendance paternaliste qui est incroyable. On a des consoeurs qui ont créé un site internet Paye ta robe qui date des années avant Balance ton porc, sur les petites piques que peuvent s'envoyer les avocats à l'égard des consoeurs, où c'est assez prenant, c'est assez impressionnant. Et effectivement, on a beau être une population dans la profession féminine majoritaire, la crédibilité reste toujours aux hommes, et ça, c'est très très impressionnant. Je crois qu'on peut provisoirement, on peut dire, clore là-dessus, mais en même temps en se disant justement, tu disais que le mouvement justement sur les violences sexuelles, certaines sexuelles, et commencer par le cinéma, etc. Il y a d'autres secteurs qui commencent à être abordés, mais peut-être que je ne pense pas que la justice en soit exempt, mais pour le moment, ça reste encore aussi balbutiant. Balbutiant. Donc, on n'est pas là pour jouer les empêcheurs de tourner en rond ou mettre le doigt là où ça, pour essayer de dénoncer quoi que ce soit. Mais bon, je pense que là aussi, la justice, au sens large, c'est-à-dire les avocats, les magistrats, le personnel de justice en général, et bien là aussi, je crois que le problème de l'image de la femme et la façon dont beaucoup d'hommes se représentent, là aussi, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Oui, c'est sûr. Et à propos de ça, une anecdote que j'ai lue dans les mémoires d'Henri Leclerc, qui m'a beaucoup interpellée justement. Il parle d'une de ses consoeurs, une des premières avocates, en tout cas, bon, bien sûr pas une des toutes premières, mais voilà, une avocate qui à l'époque faisait figure un peu d'exception, même à Paris, qui donnait le sein pendant les audiences. C'est ça, oui. Et au moment d'aller plaider, refourguait le bébé au premier confrère qui était à côté. Absolument. De nos jours, déjà, voir une poussette dans un tribunal, la plupart des magistrats grincent des dents. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as vues ? Non, personnellement, non, je ne l'ai pas vu ça. Non. Je crois peut-être que c'est un phénomène peut-être limité à Paris, où paradoxalement, certaines choses étaient tolérées, mais aussi parce qu'à l'époque, il y avait très très peu de femmes, très très peu. C'est-à-dire, bon, ça ne date pas d'hier, c'est pas non plus remonter au camp de grec, et moi quand j'ai prêté serment donc, en 1976, donc ça fait plus de 40 ans, à l'époque on était entre 120 et 130 avocats. Il y en a 10 fois plus maintenant à Montpellier, alors que la population, même si elle a multiplié, je crois, par 3 ou par 4, mais pas multiplié par 10. Et il y avait un certain nombre de femmes, mais il y en avait très peu. Alors que maintenant, donc en l'espace de 40 ans, la majorité des avocats inscrits au barreau de Montpellier, ce sont des femmes. D'accord. Voilà. Mais effectivement, c'est amusant de voir qu'il y a de plus en plus de femmes dans la profession, et pourtant toujours pas de crèche dans les barreaux. On ne peut pas venir avec une poussette, ce serait scandaleux. Je pense même qu'il y aurait des problèmes disciplinaires si on venait plaider avec le bébé sous le bras. Alors que pourtant, ce serait facilité. C'est la vie au quotidien, c'est comme ça que ça se passe, et il ne faudrait pas hésiter. Mais je crois que ce côté-là, il y a encore effectivement des progrès à faire, mais j'espère qu'avec justement de plus en plus de femmes, à la fois au SAF et en même temps aux responsabilités actuellement, même si moi je suis pour la responsabilité partagée et qui évolue, et bien donc là, petit clin d'œil à Laurence, voilà, bravo, et continuons.